Chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver pour un épisode vraiment pas comme les autres. Alors j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, mais là je vous jure, c'est vrai. Et c'est spécial pas seulement parce qu'on s'attaque à un monument du cinéma, sur lequel nous allons largement nous étendre. Non, c'est d'abord un épisode spécial pour notre podcast. Et ouais, parce que figurez-vous qu'au moment où je prononce ces mots, j'ai plus d'une dizaine de paires d'yeux qui me regardent et tout autant d'oreilles qui m'écoutent. Oui, vous ne rêvez pas, ce ne sont pas nos micros qui sont mal réglés. Non, pour la première fois, nous sommes bel et bien en train d'enregistrer un épisode en public à la médiathèque de Nanterre grâce à Maud qu'on embrasse et qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Et pour vous le prouver, pour que vous voyez que je ne raconte pas de conneries, je vais demander, un peu à la manière de Philippe Risoli dans Le Juste Prix sur TF1, un tonnerre d'applaudissements à cette foule en délire. Alors, je vous laisse imaginer que pour Bastien, comme pour moi, le niveau de pression est à son maximum. C'est bien simple, moi j'ai l'impression d'être David Trezeguet qui s'apprête à frapper son tir au but face à Buffon en finale de la Coupe du Monde 2006. Bon, je vous cache pas que j'espère que ça va un peu mieux se finir parce que niveau traumatisme d'adolescence, on est clairement dans mon top 3 et pas 3e. Alors, pour être sûr de s'en sortir et de profiter au max de ce moment incroyable pour nous, on a fait les choses bien. On s'est dit que le mieux c'était de s'appuyer sur le Zidane du cinéma moderne. Ouais, je suis parti sur une DA foot, me demandez pas pourquoi, même moi je sais pas. Bon, en vrai, on a pas mal hésité sur le choix du film parce que, une fois encore, on avait un thème imposé. C'est un peu notre truc cette année, avoir des thèmes pour nos épisodes. Bref, fallait parler de la science et l'imaginaire au cinéma. Pas simple en vrai. Mais moi, quand vous me dites dans la même phrase les mots science, imaginaire et cinéma, le premier truc auquel je pense, c'est des scientifiques un peu barrés, des dinosaures qui se déplacent en troupeau et la musique de John Williams, classique mais tellement efficace. Malgré tout, on se souvient que notre dernière expérience en termes de dinosaures dans le podcast a été plus proche du naufrage que du chef-d'œuvre. Et pourtant, c'était Gareth Edwards. Mais là, c'est Spielberg. Attention. Oui, j'ai dit Spielberg pour t'embêter, Bastien. Non, mais clairement, là, c'est la Ligue des Champions. C'est le très, très haut niveau. Le gars, il a gagné tous les trucs possibles et imaginables. Et il a marqué des générations entières. Du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de conjurer le sort et de enfin redorer le blason des dinosaures du cinéma. Et franchement, quelle régalade. Ce film, c'est un bonbon. Mais pas seulement. C'est aussi une vraie maîtrise dans la narration, dans la réalisation, dans les intentions. C'est simple, tout fonctionne. Et je vous dis ça en ayant en tête une conversation que j'ai eue il y a quelques mois avec un certain Jacques, qu'on embrasse, qui m'a dit au milieu de nulle part « Oh, l'autre soir, je suis tombé sur Jurassic Park, il y a vraiment rien qui va, j'ai pas tenu plus de 10 minutes. » Non mais... Autant vous dire que j'étais à 2 doigts de l'attaque et que je compte sur Bastien pour le ramener à la raison. Bon, c'est quand même grâce à lui que j'aime autant le cinéma, alors il est pardonné, mais quand même. Bref, trêve de tergiversation, on a un timing à tenir pour rendre la salle pas en retard. Alors soyez sûr d'une chose, pour cet épisode, on a dépensé sans compter. Alors laissez-moi vous guider, je vous souhaite la bienvenue à ETTP Park. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Bastien et bonjour la médiathèque de Nanterre. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Et quel épisode ? Ah là là, quel épisode, la pression est à son comble. Ah mais totalement, c'est la première fois qu'on fait un épisode en public, donc on remercie pour commencer la médiathèque de Nanterre et Maud qui nous ont fait le plaisir de nous inviter pour participer au festival le festival du 7e art en lumière, je vais y arriver, avec la thématique de la science et d'imaginaire. Vous avez pendant les 15 jours de vacances scolaires, au moment où sort cet épisode, on est en plein dedans, tout un tas de choses autour de cette programmation, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner autour de ce très beau festival auquel on est très fiers de participer. Absolument. Mon cher Bastien, aujourd'hui c'est un grand jour, Oui, puisque nous allons parler d'un
d'un monument du cinéma. Un classique du genre. Un classique du genre, vous l'avez compris, nous allons parler de Jurassic Park qui est sorti en 1993, qui dure 127 minutes avec à sa réalisation Steven Spielberg. Arrête. Mais t'as été très courageux de le faire en public, je l'aurais pas tenté. Bien vraiment, sûr que oui. Respect. Film qui dure 127 minutes, on retrouve évidemment à la musique un certain John Williams. Le film a coûté 63 millions de dollars. Ce qui pour l'époque est quand même un sacré budget, hein. Et il a rapporté, tenez-vous bien, plus de 1 milliard de dollars en incluant les ressorties. C'est quand même important puisqu'on a quand même beaucoup reparlé de cette saga avec le retour de Jurassic Park au cinéma sous la forme Jurassic World dont on a déjà parlé ici. Oui, mais on est là pour parler de choses correctes, choses bien, choses qualité. Exactement, mais voilà, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma pour tout un tas de raisons, on va avoir l'occasion d'y revenir. On va faire un petit point sur le casting quand même, parce qu'il y a quand même du monde. On retrouve notamment Sam Neill qu'on avait vu dans La leçon de piano, ou encore dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. On retrouve Laura Dern, dont on a parlé très récemment, puisquel joue dans Star Wars 8. Son meilleur rôle. Son meilleur rôle, évidemment. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, allez-y. Si vous n'avez pas vu le film, n'allez pas le voir non plus. C'est pas faux. Qui a joué aussi dans Blue Velvet et dans Twin Peaks. Donc là, c'est les deux protagonistes qu'on va le plus voir à l'écran. On a évidemment Richard Attenborough. J'ai beaucoup de mal à le dire, c'est terrible. Refais-le. Richard Attenborough, qui a joué notamment dans La Grande Évasion. Et c'est un acteur qui était un petit peu en perte de vitesse au moment de Jurassic Park et ça lui a redonné évidemment une aura légendaire. On retrouve également Wayne Knight qu'on avait vu dans Space Jam ou encore dans JFK Basic Instinct et surtout dans la série Seinfeld où il incarne un des personnages récurrents. Et j'étais très amusé de voir que c'était la voix, mais a priori on s'était aussi inspiré de lui pour le chara-design de Hal dans Toy Story 2. Je sais pas si tu savais ça. Sérieusement ? Eh bien oui, incroyable. J'ai trouvé cette anecdote et je trouve ça incroyable. Et je vais dire un petit mot de la VF, parce que évidemment que j'ai vu ce film en VF, hein, vous m'en voudrez pas les puristes, mais ce film-là c'est un film de mon enfance, donc évidemment je l'ai regardé en VF. Et dans ce film il y a un personnage qui s'appelle Monsieur ADN, et Monsieur ADN est doublé par Pierre Athey, a.k.a. le Joker de la série animée Batman de 92. Effectivement. Et ça m'a fait très plaisir aux oreilles de l'entendre. Quelques points sur les récompenses. Ce film a reçu 3 Oscars, des meilleurs effets visuels, du meilleur son et du meilleur montage sonore. Il a reçu également des BAFTA, le meilleur effet visuel et le prix du public où il a été nominé mais il ne l'a pas remporté en 94. En fait, il y a assez peu de récompenses. Moi, j'étais surpris. Je pensais qu'il avait eu la meilleure musique aussi, et même pas. Eh bien non, même pas. Alors que franchement, oui, c'est difficile de faire thème culte parmi les thèmes cultes. On est bien d'accord. John Williams, il a fait que ça, mais quand même. C'est pas faux. Il a fait, c'est vrai, beaucoup de. Il a rarement raté des musiques, John Williams. Donc, moi, j'étais assez surpris de ça. Peu de récompenses, mais à l'arrivée, il a quand même 3 Oscars, donc c'est pas non plus sorti nulle part. Et finalement, une fois encore, on a eu cet exemple plein de fois, même en n'ayant pas les récompenses incroyables, ça reste un film légendaire. Ah bah clairement, oui, je pense qu'il n'y a pas plus légendaire que ce film au début des années 90, 93. On était tout petits et on l'a vu bien plus tard, mais oui, Jurassic Park, culte parmi les films cultes, parmi les films cultes, pardon. Spielberg au sommet, sommet de sa gloire, j'ai envie de dire, même s'il n'avait jamais trop redescendu quand même, hein, malgré les films qui ont un peu plus mitigé la critique, qu'elle soit publique ou professionnelle. J'ai hésité à le revoir. Franchement, j'ai hésité à le revoir parce que c'est un film que j'ai vu et revu. Je me suis dit, bon allez, je vais faire un effort, on est en public, on va peut-être pas partir sans avoir vu le film. On va bien faire nos devoirs. On va faire bien nos devoirs et tout fonctionne. C'est l'émerveillement total de A à Z. Il y a rien il y a des effets spéciaux qui commencent à se voir aujourd'hui, plus de 30 ans après. Mais c'est incroyable. C'est comme si je le voyais pour la première fois. À chaque fois, les frissons, la musique, enfin tout est. Puis c'est plan culte sur plan culte, scène culte sur scène culte. On lui passe. J'ai eu peur. Non mais. J'ai eu un moment où j'étais pas bien. J'ai pas vu le bon, je crois. J'ai pas vu le bon. Non mais quand même, s'il te plaît, respecte-moi devant les gens. Non mais c'est quoi ça ? On est où là ? Je sais même plus comment continuer. Enchaîne, n'importe quoi. Alors avant de te redemander ton avis dans le détail, tant que tu t'en remettes, quelques petites anecdotes de tournage et de production. Déjà, rappeler que le film est adapté d'un roman de Michael Crichton qui est sorti en 1990. Et Spielberg avait acheté les droits avant que le film soit publié.
Et ça, je trouve que ça en dit long quand même sur le flair de ce réalisateur. Il a souvent adapté des romans. On a parlé de Ready Player One il n'y a pas très longtemps, qui est aussi un roman qu'il a adapté. Le film a été assez compliqué à tourner, notamment parce qu'ils ont subi de très lourdes intempéries. Ils ont tourné une grosse partie du film à Hawaï et ils ont eu droit à un ouragan, ce qui est quand même assez embêtant quand on doit faire un film, ce qui a fait que notamment les scènes avec les animatroniques ont été laborieuses et ça fait écho aux Dents de la Mer parce que décidément Spielberg Il n'a pas de chance avec les animatroniques. Voilà, il a toujours du mal. En même temps, il veut toujours faire des trucs sous la pluie ou dans l'eau, ce qui n'est pas le plus simple. Mais ils ont dû vraiment batailler pour réussir certains plans. Il y a eu beaucoup de problèmes de fonctionnement des animatroniques qui sont tombés en panne. Il y a eu du retard dans le tournage à cause de ça. Ce qui explique sans doute aussi son budget, parce que le tournage a été plus long que prévu. Après, dans le budget, il y a aussi une grosse partie qui est pour Michael Crichton, justement. Oui, je crois qu'il est pas loin de 2 millions pour adapter son propre livre, si je te dis pas de bêtises. Ça m'étonne pas. Ça, en même ouf. temps, bon, ça les valait, vu le score Bien final. sûr, bien sûr. On l'a dit, la musique a été composée par John Williams, qui a fait la musique une fois que le montage a été terminé. Ce qui n'est pas toujours le cas. On a pas mal de compositeurs, je pense à Hans Zimmer notamment, qui aiment bien composer parfois sur du texte uniquement ou sur des pré-plans. Lui, il a attendu d'avoir le montage final. Et surtout, quand il a fait la musique, il a obtenu de Spielberg de faire une musique qu'il voulait absolument reflétant l'émerveillement et pas l'horreur. Parce qu'on va en parler, c'est quand même un film qui est pas toujours facile à regarder quand on est jeune notamment. Ça peut marquer. Ça peut marquer. Et lui, il a vraiment voulu faire un travail de musique là-dessus et c'est une vraie réussite parce que les musiques de ce film sont absolument géniales et on les retient tous et c'est l'émerveillement. Ah bien sûr, clairement. Quand on entend ça, on a le sourire, quoi. Ah bah c'est impossible le thème principal de ne pas l'avoir en tête toute la journée une fois que tu as vu le film la veille. C'est mon cas aujourd'hui. Et franchement, tu vois, je savais pas, mais c'est émerveillement complet la BO. Enfin, je veux dire, le plan de l'hélicoptère, encore une fois, plan culte parmi les plans cultes, si tu me passes l'expression. On n'a pas réussi à le redire, ça. Non, je vais arrêter de le dire, je vois que ça passera pas. Et du coup, non, ce plan-là est incroyable. Enfin, je veux dire, la musique qui démarre, tu vois l'hélicoptère en plein milieu, tout est cadré parfaitement. Enfin, c'est exceptionnel. Non, on est bien d'accord. Ce film a aussi marqué le cinéma pour d'autres raisons, des raisons techniques. À l'origine, Spielberg il voulait utiliser quasiment que des animatronics. Il ne voulait pas d'images de synthèse. Et finalement, les tests qui ont été faits avec ILM, la boîte de George Lucas, jamais entendu parler, qui a créé les effets spéciaux de Star Wars, l'ont convaincu de mettre des plans en images de synthèse. Alors évidemment, quand on le regarde aujourd'hui, on le voit, mais franchement, ça reste de très très bonne qualité, surtout clairement, comparé à des choses qu'on a vues plus récemment. Je sais pas pourquoi en le voyant, j'ai pensé à Rebel Moon par exemple, et je me suis dit qu'il n'avait pas l'adresse d'ILM, notre pauvre Zack Snyder. Ou alors ILM n'avait pas envie de travailler avec lui, ce qui est presque plus probable, je pense. C'est possible aussi. Mais du coup, ça a marqué parce que ces effets spéciaux numériques, comme souvent avec ILM, ont fait passer un cap dans le rendu d'images de synthèse dans des films. Et puis le mélange d'animatronique et d'effets d'images de synthèse fonctionne. Il est ultra bien dosé. Je crois qu'ils avaient quand même fait un vrai T-Rex de plusieurs mètres de haut en animatronique. Alors, ils ont fait plein de choses. Il y a si vous aimez le cinéma, je vous conseille un livre qui s'appelle Spielberg, la totale, dans lequel j'ai allègrement récupéré tout un tas d'anecdotes. Et dedans, vous avez pas mal de photos. Il y a des images qui existent, des making-of du tournage de ce film, et c'est assez incroyable de voir tout ce qu'ils avaient fabriqué. Des morceaux de dinosaures, des têtes de plein d'échelles différentes et tout, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, et moi je trouve, on va venir après sur ce qu'on a aimé ou pas, mais c'est que dans ce film, les dinosaures ne sont visibles que pendant 15 minutes à l'écran. Et je trouve que ça dit quelque chose de la réalisation. Qu'on en a, hein. Exactement, mais en fait ils sont très peu présents. Et si tu te souviens, quand on a parlé de ce merveilleux film qui était Jurassic World Renaissance, on avait mis en avant le fait que il n'y avait pas de côté magique parce qu'en fait il y a 1 milliard de plans où ils sont dedans, et là en fait on les voit très peu. Effectivement. Et je trouve, et ça va me permettre de faire la transition sur ce que tu attendais de ce film et comment tu l'as reçu, même si tu l'as un peu dit tout à l'heure, moi je trouve que ça fait vraiment partie des qualités incroyables de ce film. Ça s'appelle maîtriser sa mise en scène, maîtriser son sujet. Alors ce qui est paradoxal, puisque le réalisateur de Jurassic World Renaissance est quand même
quoi. Ah oui. Un réalisateur très quali normalement. On est d'accord. Non, pour Jurassic Park, qu'est-ce que tu veux que je te dise en termes d'attente? À chaque fois, je me dis, quand je le revois, je me dis, bon, est-ce que je vais encore être pris? Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu empiété sur le fonctionnement du podcast. Mais oui, je émerveillé, comme si j'avais 5 ans, comme quand je l'ai vu quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Je ressens tout, que ce soit la scène d'intro un peu en mode horreur, où tu vois aucunement les dinosaures, tu vois aucun vélociraptor ou quoi que ce soit, mais traumatisé, les plans sur la bouche. Le gars maîtrise tout de A à Z. Il y a un seul truc qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai revu hier, c'est en fait je comprends pas le schéma du parc. En termes d'enclos, en termes de machin, parce que il y a des moments donnés, c'est pas ouf. Non, pas en termes de sécurité. Merci quand même. Non, mais en termes de, j'ai du mal à comprendre la topographie en fait du lieu. Okay. C'est juste ça, parce que le T-Rex qui sort de son enclos, mais après la voiture passe par le même endroit que là où le T-Rex est sorti, mais t'as une chute de plusieurs mètres. Et du coup j'étais en mode c'est bizarre. Et puis pareil quand Slater va voir la carcasse de la voiture, ils reviennent par complètement un autre côté, mais tu sais pas trop comment ils sont descendus. Bon, ça fait partie des choses qu'on accepte dans un film comme ça. Mais non, mais sinon, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien acheté dans ce film. Tout fonctionne. La musique est incroyable. Les effets spéciaux sont novateurs. Et encore aujourd'hui, foutent une claque à tous ces gros films à plusieurs millions à plusieurs centaines de millions parfois. Enfin, je veux dire, tu as parlé de Renaissance. Est-ce qu'on parle de The Flash? Non. On va éviter. 200 millions de budget. On a des gens dans la salle. Quand des même. Effets spéciaux PS2. Bon, bah voilà, je veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire sur ce film? À part que c'est un classique du genre, que c'est un appel de l'aventure, un appel à l'émerveillement constant. 15 minutes, tu dis qu'on voit 15 minutes les dinosaures, t'as l'impression qu'ils sont omniprésents. Chacune de leurs apparitions te marque à vie. Les phrases, les répliques, que ce soit le personnage de Ian Malcolm, le personnage tout est bien. Même si Monsieur ADN m'a fait penser au petit trombone de Windows. Bah, voilà, c'est juste ça, la petite anecdote. Évidemment. Mais je suis sûr qu'ils sont inspirés de ça, Windows. C'est une obligation. Il y a moyen. C'est sûr. Et du coup, voilà, non, c'est génial. Tout est bien dosé. Tu vois, il dure plus de 2 heures. Ouais, 2h07, on va dire qu'il dure 2 heures, en comptant le générique. Sans compter le générique, pardon. C'est un film à montrer à tout le monde. Tu vois, et pour le coup, en le voyant, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le montrer à mon fils. C'est terrible. Comment j'ai hâte qu'il grandisse juste pour que je puisse lui montrer ce genre de film, parce que pour le traumatiser. Non, ça j'ai d'autres techniques pour ça. Mais non, mais quelle horreur. Non, arrête. Non, mais plus sérieusement, oui, non, c'est pour qu'il soit émerveillé. Enfin, je veux dire, c'est et puis pas pour le traumatiser, non, mais pour le marquer en fait, pour lui montrer que ça c'est un bon film, ça c'est un vrai film. Voilà. Et toi, du coup? Écoute, moi c'est un film évidemment que j'avais vu plus jeune, mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu. Je pense que je l'avais vu que 2 fois. Vraiment, j'avais dû voir 2 fois la VHS quand j'étais petit. Donc ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais pas revu. Donc j'en avais des souvenirs très marqués. C'est-à-dire je me souvenais de les plans les plus connus, mais je me souvenais assez peu du fil conducteur du film. Et donc, en le revoyant, j'étais très content de le redécouvrir vraiment. J'ai presque eu l'impression de le revoir pour la première fois. Et bah oui, tu l'as dit, c'est génial en fait. Je trouve que c'est un des films qui est le plus marqué sur ce que fait Spielberg au cinéma. C'est-à-dire, il y a vraiment sa patte, elle est présente. C'est à la fois du grand spectacle, à la fois du génie de mise en scène. Ça m'a beaucoup fait penser aux Dents de la Mer. Dans cette idée que ce qu'on peut pas montrer, on va le suggérer. Et tu l'as dit, la première scène montre ça très bien, mais il y a plein de moments du film dans lequel on ne montre pas les choses, mais on les suggère, et ça fonctionne de manière incroyable. Et je trouve que c'est une vraie leçon de comment est-ce que tu mets en image des idées sans forcément surexpliquer et surmontrer. On a beaucoup fait ce reproche, nous, dans le podcast, sur plein de films, de la surexplication. Alors ça reste un film très simple, je veux dire, la narration, il n'a pas réinventé la roue, mais il n'empêche que chaque fois qu'il veut changer la tonalité du film, il y arrive. Il y a vraiment des moments très lumineux, très joyeux, très drôles, et il y a des moments où vraiment un gamin, moi je me souviens avoir eu peur quand j'étais petit, la première fois que je l'ai vu sur les scènes avec le T-Rex. Évidemment, la scène du verre d'eau, c'est génial, ça a été une galère à faire d'ailleurs, mais moi je trouve que c'est ça la force du film. C'est pas juste Jurassic Park, un bon film de dinosaures, c'est un film à montrer dans toutes les écoles de cinéma. Je trouve que ce film réussit à cocher toutes les cases de ce qui fait un bon film dans sa fabrication. Et je trouve que c'est un très bel outil d'analyse.
Alors ça tombait bien parce que moi ça fait longtemps que j'avais envie qu'on le fasse dans le podcast et là ça s'y prêtait parfaitement. On va aborder évidemment les thématiques, notamment la science, mais je trouve que dans l'exécution c'est peut-être un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, en tout cas dans sa catégorie et dans ce qu'il veut être. Et il montre à quel point ce réalisateur est un génie, ni plus ni moins. Je me suis amusé à re-regarder un peu toute la filmo de Spielberg dans le livre dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, c'est dingue. Il faut savoir que quand il a écrit ce film-là, il était en train d'en tourner un autre, ce qui a souvent été le cas dans sa carrière. Il tournait Hook, je crois. Il tournait Hook, et Hook se passait... C'était assez compliqué le tournage. D'ailleurs, ils ont réutilisé des éléments, notamment dans les costumes de Hook, qu'ils ont réutilisés pour intégrer ça dans Jurassic Park. Et en fait, je me dis quand même, avoir réussi à faire autant de choses, c'est quand même assez complexe d'un point de vue technique comme tournage. En ayant préparé autre chose et pendant le tournage, en étant en train de préparer la suite, en l'occurrence la liste de Schindler, il l'a dit, Spielberg, ça a été très dur de tourner Jurassic Park, ça a été long, ça a été difficile pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et je trouve que réussir à arriver à ce résultat-là, c'est du génie. Et voilà, j'aimerais qu'on ait plus de films comme ça. Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais vraiment, c'est un film absolument génial. Oui, là, on va être d'accord sur tout, donc ça va être peut-être un peu moins intéressant en thème de débat. Oh, c'est plus souvent que tu ne le crois, je pense quand même. Non, mais moi, en plus, j'étais assez surpris de voir à quel point le film, dès le début, t'annonce un peu comment le film va se terminer. Notamment la scène où, juste après l'hélicoptère, quand ils atterrissent, tout simplement. Et qu'ils s'attachent tous les ceintures parce qu'il y a déjà des perturbations, etc. Alan Grant se retrouve avec 2 embouts femelles qu'il n'arrive pas, donc il fait un nœud et il réussit à s'attacher. Et en fait, après, quelques scènes plus loin, on te dit que tous les dinosaures sont des femelles qui ne peuvent pas se reproduire. Et puis plus tard, on te dit, bah si, en fait, la vie trouve toujours un chemin. Donc j'ai noté ça, chose que j'avais pas notée quand j'avais 5-6 ans, bizarrement. Mais du coup, voilà, donc non, je trouve que le film, tu l'as dit, il est génial, vraiment. C'est un film, c'est vraiment un film presque parfait. Et c'est un film qui vieillit pas. Oui, c'est ça qui est génial aussi. Il est intemporel. On a, pour vous situer ce matin, on a parlé un peu de cinéma avec, dans le cadre d'une petite conférence qu'on a animée. On a parlé d'intelligence artificielle. Je trouve que IA, qui est sorti après, il a, ne serait-ce que visuellement, beaucoup plus mal vieilli que Jurassic Park. Donc en fait, toi, t'as attendu qu'on enregistre pour clasher le film que j'avais choisi, etc. C'est très sympa de ta part. De me mettre devant bien de me mettre devant le fait accompli, tout ça, on apprécie. Vous avez vu, on s'aime bien. Hein. On s'adore. 20 ans que je le supporte, à l'aide. Donc non, moi je suis pas trop d'accord non plus. Je trouve pas que AI est extrêmement mal vieilli, mais c'est pas le sujet de cet épisode. Très mal vieilli, j'ai dit un peu moins bien vieilli. Moi je trouve pas. Je trouve que c'est deux façons ces deux effets spéciaux. Enfin, oui, c'est deux époques. Non, même sans parler d'époque, c'est 2 films différents. Ils montrent pas du tout les mêmes choses. Je trouve. Enfin, au contraire, moi, quand j'ai vu AI, justement les robots qui étaient mis sur le bas-côté, etc., qui ont la moitié de la tronche arrachée, mais c'est un acteur qui fait ça. Enfin, moi, j'ai trouvé que les effets spéciaux n'avaient absolument pas mal vieilli. Ça m'a plus, tu vois, juste pour te contrer, ça m'a plus marqué de voir les images de synthèse des brachiosaures, etc., dans Jurassic Park. Là où j'ai dit, ah oui, là, ça commence à se voir. Je suis d'accord. Voilà. Voilà. Non, mais regardez comme il est content. Non, mais attends, on est où, là? On est à Nanterre. Bon, allez, vas-y. Bon, on va rentrer un petit peu dans le film. Alors, évidemment, a priori, tout le monde le connaît, ce film-là, donc vous allez pas. On va quand même poser la question. Est-ce que quelqu'un n'a pas vu Jurassic Park dans la salle? Ok, non, ça me rassure. Bon, bah, c'est super. Bon. Enfin, non, la seule qui ne l'a pas vu n'a pas levé la main. Ah, c'est qui? Notre CM. Ah, elle est où? Victoria. Oui, bien sûr, reste là-bas. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure que tu l'avais pas vu. T'as pas levé la main là. Écoute, est-ce que c'est le moment de dire qu'elle est en études de cinéma? Non, je pense qu'on peut le dire. Voilà, tu l'as dit. C'est pas gentil. C'est pas je bien. le dirai pas, Victoria. C'est pas bien. Bon, donc le film raconte l'histoire de John Hammond, un milliardaire fondateur de la société InGen, qui a réussi un truc incroyable sur une île du Costa Rica. Il a construit un parc à thème sur le thème des dinosaures. Dans l'introduction du film, on nous montre qu'il y a un employé qui se fait tuer au moment où ils amènent un dinosaure dans le parc. Donc ils se rendent compte quand même, enfin lui a quand même conscience que ça va être compliqué de justifier auprès des actionnaires qui ont financé le projet qu'on va ouvrir un parc où les gens vont potentiellement mourir.
puisqu'il a réussi l'incroyable prouesse de recréer des dinosaures à partir d'une séquence d'ADN en partie venant d'un moustique et d'une grenouille. Et c'est là qu'on voit Monsieur ADN dans le film. Et donc, il décide, pour s'assurer que son parc va pouvoir ouvrir, de faire appel à Alan Grant et Ellie Sattler, qui sont des archéologues célèbres et qui vont venir voir ce parc et rendre compte, le tester de la prouesse scientifique que c'est, puisque notre ami Hammond, il subit donc, grosso modo, on peut le dire, c'est un audit en fait de sécurité. Donc ils vont tester la sécurité du parc et on va voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est bien. Et donc tout le film va tourner autour de cette visite du parc. Et c'est vrai que la première partie du film est géniale parce qu'il y a vraiment le côté émerveillement dont on parlait avec la musique tout à l'heure, puisque très rapidement il va les emmener se balader dans des jeeps qui sont devenus très célèbres, et ils vont se rendre compte, puisqu'ils ne le savent pas eux deux quand ils arrivent, qu'il y a des dinosaures vivants sur l'île. Et ils vont tomber avec un émerveillement incroyable sur des brachiosaures et une scène culte parmi les scènes cultes où ils nous déclarent « ils avancent en troupeau ». J'adore cette réplique. Je ne sais pas pourquoi je l'aime d'amour. Mais admettons, oui. Et donc, du coup, vraiment toute la première partie du film, il y a vraiment un côté féerique. Et tu l'as dit tout à l'heure, moi, c'est vraiment ce que j'aime dans ce film-là, c'est qu'en plus, on nous introduit les petits-enfants de Hammond qui viennent visiter le parc avec eux. Donc là, on voit le truc encore plus d'un point de vue des enfants, puisque clairement, c'est censé être un parc d'attractions. Donc on a d'un côté lui, qui a, j'allais dire, une vision, je vais pas dire philanthropique, mais pas loin. Lui, il est juste content d'avoir fait un parc, il a de l'argent, il l'a utilisé pour faire ça. On a les enfants qui, eux, viennent s'amuser. On a le mec qui gère les actionnaires, qui, lui, ne voit qu'une chose, et il le dit très vite, on va être riche. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure idée du siècle. Et on a les pessimistes, le clan des pessimistes, où ils se disent, mais attendez les gars, là... Enfin, pour d'évidentes raisons, il ne faut pas faire ça, parce que c'est hyper dangereux pour tout le monde. Et je trouve que la première partie du film, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est ça qui fait que ça marche. C'est que toi, en tant que spectateur, tu n'as qu'une envie, c'est d'y aller, oui. Quand tu vois le début du film. Oui, c'est vrai que toi, en tant que spectateur, tu te dis, arrêtez de le bloquer. Enfin, on a envie de voir des dinosaures. Clairement. On veut voir ces dinosaures. Ça peut être rigolo quand même. On a des zoos animaliers, pourquoi pas des zoos préhistoriques. Jurassique en l'occurrence, mais moi j'ai beaucoup aimé la scène justement où ils parlent tous et que justement t'as tout le monde à part l'avocat qui lui dit mais c'est un peu chaud, parce qu'en plus ce qui est bien c'est que le personnage de Laura Dern lui dit mais même sans parler de dinosaures, la végétation que vous avez mise, vous savez pas les dangers qu'elle peut avoir en fait, c'est des organismes vivants. Il y a 65 millions d'années 63 ou 65, je sais plus. 65 millions d'années. Regarde, c'est marqué là. Ouais, mais j'ai pas trop, parce que je suis un peu comme ça en contrebas, et puis je peux pas tout faire, hein, excuse-moi. Non, mais voilà, donc du coup, il y a des millions d'années qui séparent l'être humain du dinosaure, et savoir comment les deux vont cohabiter ensemble. Au-delà du parc, t'as envie d'en voir plus, et t'es pas du tout du côté de la raison, finalement. Oui, c'est vrai qu'au début, t'as l'enthousiasme. Mais c'est vrai qu'eux, très vite, ils vont mettre en avant les choses qui ne fonctionnent pas. Donc, pour faire cette visite, je l'ai dit, d'abord, ils les emmènent voir des dinosaures pour créer l'effet waouh. Et ensuite, ils les emmènent dans une espèce de salle de cinéma dans laquelle il a une projection avec donc Monsieur ADN qui va expliquer comment ils ont fait. Parce que la première question qu'ils se posent, eux, en tant qu'archéologues, c'est mais comment vous avez réussi à faire ça? Donc, on nous explique qu'ils ont récupéré le sang dans un moustique qui était dans la sève d'un arbre qui a été conservé pendant des millions d'années. Je trouve que la séquence d'animation par ailleurs est très bien, même de point de vue de l'animation, et c'est très années 90 je trouve dans l'animation. Ouais, ça fait plaisir. On parlait de Steam Boys tout à l'heure, là je trouve qu'on retrouve vraiment l'animation occidentale dans la manière dont c'est fait, et donc ils ont utilisé ça, puis ils ont couplé ça avec une séquence d'ADN d'une grenouille, et ça leur a permis donc de recréer une race de dinosaures. Le problème, c'est que très vite, Malcolm, qui est donc lui clairement dans le camp de ceux qui se disent attention, c'est quand même dangereux, et tu en as parlé tout à l'heure dans la scène de l'hélicoptère, et lui très vite il dit mais attendez, à quel moment vous pensez que vous allez réussir vous à contrôler ce qui se passe? On parle quand même de créatures qui sont immenses, face auxquelles on peut quand même pas faire grand chose. Et donc Hammond, lui, il a vraiment une démarche de tout expliquer, et je trouve que là aussi, pour revenir à la technique, c'est une vraie réussite du film. Moi, je déplore le fait que dans beaucoup de films, on écrit des dialogues pour raconter les trucs aux spectateurs. Là, je trouve que dans la diégèse du film, ça fonctionne. Parce qu'il faut convaincre les gens du film, donc tu dois convaincre aussi les spectateurs. Et ça, je trouve que c'est un truc qui marche bien, et qui fait, encore une fois, que en termes d'exécution, c'est un très bon film.
Donc ils vont monter à bord de véhicules électriques entièrement automatisés. Là aussi, c'est incroyablement moderne quand tu le regardes. Clairement, maintenant. oui, c'est en avance sur son temps. Ah bah, tellement. Et donc ils vont aller se balader un peu dans le parc. Ils vont voir différentes espèces. Et notamment, justement, ils ne vont pas voir. ils vont pas voir, mais on les emmène pour observer ça. Et notamment le T-Rex, qui est quand même on va dire le dinosaure le plus connu de Jurassic Park, alors que c'était techniquement pas le plus dangereux, mais ils ont choisi celui-là comme égérie. Et c'est vrai que là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plein de plans où on les voit pas, on les suggère, et je trouve que c'est génial le moment où ils les font manger, là où ils font descendre la vache dans l'enclos. C'est pour les vélociraptors. Ouais. C'est incroyable. Enfin, Oui, je veux dire, de toute façon, le vélociraptor, c'est lui le dinosaure de l'intro. Et on t'explique déjà, pareil, on explique au personnage et donc au spectateur qu'est-ce que le vélociraptor par rapport aux autres races de dinosaures. On te fait comprendre que c'est peut-être la plus dangereuse parce que la plus intelligente. Et voilà, ça fait des petits fusils de Tchekhov, pour me la péter un peu, même si c'est pas vraiment ça, mais quand même. c'est son terme préféré. C'est ça. Mais en tout cas, ça t'annonce ce qui va se passer. Et toi, de toute façon, pendant tout le film, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans la partie débat. C'est la création qui va se retourner contre l'homme, en fait, finalement. Et du coup, tu t'attends que ça, toi. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en parallèle, on va introduire un personnage qui s'appelle Denis Nedry, qui est donc un informaticien. Et lui, cet informaticien, on l'a vu au tout début parce qu'on nous explique qu'il participe à faire passer en contrebande un peu les dinosaures. Il doit récupérer les ADN de chaque race, en fait. Donc il se débrouille, lui, pour faire passer un peu sous les radars ce dont ils ont besoin. Et ce monsieur, on comprend qu'il n'est pas très content de son statut. On voit bien qu'il est un peu mis à l'écart, il n'est pas vraiment pris au sérieux par les autres scientifiques. C'est vraiment le nerd des années 90 tel qu'on le dépeignait à l'époque. Et lui, du coup, il va décider de mettre en place un espèce de sabotage du parc. Parce qu'en fait, il se dit, de toute façon... j'ai rien à perdre. Par contre, je vais me faire un plaisir de démolir un peu tous ceux qui se moquent de moi ou qui me considèrent pas. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que si t'enlèves ce personnage, en imaginant le film sans lui, en fait, le parc, il ouvre. Parce que ce qui fait que le parc marche pas, c'est pas le parc, c'est parce que lui le sabote. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme élément narratif. Après, c'est pas tant qu'il veut saboter le parc et la création de Hammond, c'est juste qu'en fait, il est obligé, pour pouvoir accéder aux ADN qui sont conservés dans des trucs cryogénisés et compagnie, il est obligé de couper les systèmes de sécurité du parc le temps d'aller chercher ça. Sauf que, comme il ne revient jamais pour remettre tout, parce que du coup, voilà, il lui arrive ce qui lui arrive. Là, ça part en vrille. Mais au départ, je suis pas sûr que c'était une volonté du personnage de foutre le bordel à ce point. Alors, peut-être pas à ce point, mais il y a quand même une volonté. On voit bien qu'il est un peu mis sur le banc. Enfin, il y a des séquences avec les scientifiques, on le tourne un peu en ridicule, quoi. Il se met un peu sur le banc tout seul. Ouais, mais quand tu vois son comportement et... Alors, je suis d'accord. Et son bureau, sa façon de bosser, ils savent tous... oui, c'est vrai. Ils l'ont pris juste parce que le mec est talentueux dans ce qu'il fait. Oui, c'est un petit génie. C'est un petit génie machin, mais en réalité... c'est pour ça que c'est vraiment la figure du nerd des années 90. C'est un peu l'outsider qui se laisse tout seul de son côté, qui se laisse vivre et qui sait qu'il est meilleur que les autres et qui est élitiste au possible. Et en fait, c'est juste qu'il estime qu'il est sous-payé. C'est ça la problématique. Totalement. Lui, il dit moi je suis sous-payé et du coup il veut se faire des ronds en permettant à d'autres personnes d'ouvrir un parc de dinosaures. Exactement. Il y a un peu une idée de si je vole ces trucs, ils vont pouvoir l'ouvrir aussi, peut-être même avant lui et aller plus vite. Donc effectivement, il va, pour exécuter son plan, désactiver les caméras de sécurité et couper toutes les communications. Et au passage, il a quand même, lui, mis en place une espèce de surcouche de sécurité qui fait que quand il est parti, grosso modo, ils vont pas réussir à débloquer le truc parce qu'ils ont eux-mêmes pas accès au truc de la sécurité. Et au moment où il fait ça, nos amis Grant, Malcolm et les enfants, ils sont partis voir le T-Rex, parce que c'est quand même un peu ça l'attraction numéro 1. Sauf que il y a plus d'électricité dans le parc et ils se retrouvent à l'arrêt, ils attendent. Et là, le film, moi je trouve, pour la deuxième fois, c'était le cas dans l'intro et ça va repasser ici, là le film redevient sombre, notamment dans la colorimétrie, il se met à pleuvoir, on passe la nuit, et d'un coup, là on passe, je vais pas dire sur un film d'horreur, mais quand même, il y a... des scènes un peu plus horrifiques. Ouais. Exactement, et moi je trouve que ça marche hyper bien, notamment grâce aux gamins qui jouent incroyablement bien et qui sont
terrorisants parce qu'ils ont Terrorisés. Mais du coup, ils sont terrorisés, ils deviennent terrorisants. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais gamin, moi, j'avais peur, quoi. Le premier degré, c'était l'angoisse pour Parce moi. que t'es sensible. Ouais. Quel enfoiré. Non, mais je trouve que ça marche vraiment bien, ce basculement. Parce que jusque-là, on est quand même dans un truc très... c'est la fête, quoi. Et d'un coup, ça devient l'horreur pour des gosses. Et je trouve ça bien, et je trouve que ça fonctionne aussi parce que c'est des enfants. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis en danger d'abord les adultes, il a mis en danger d'abord les enfants. Et sur toute cette séquence-là, puisque donc ils vont finir par se faire attaquer par le T-Rex, qui va dans un premier temps manger la chèvre qui est censée lui servir de repas, et ensuite le T-Rex va réussir à passer les grilles puisqu'elles ne sont plus électrisées. Bah, il coupe les câbles en fait. Exactement. Avec son poids. Et là, on a d'abord une séquence où on l'entend arriver, avec la fameuse scène du verre d'eau qui est géniale. Pour l'anecdote, cette scène-là, ils ont mis un temps infini à la faire, ce qui paraît pas quand on la voit, parce que Spielberg voulait vraiment que la forme des ondes de l'eau soit particulière. Donc il a fallu trouver un stratagème pour que l'effet de vibration se fasse à un certain endroit du verre et tout. Enfin, ils ont passé plusieurs jours à faire ça quand même, hein. C'est assez dingue. Pour le plan le plus iconique mais du au film. final, ça valait le coup. Mais quand on se dit que ça dure une seconde, je trouve ça assez dingue. Et donc finalement, ils vont se retrouver, eux, les enfants, bloqués dans une voiture. Et les adultes sont dans la deuxième voiture. Oui, parce qu'ils se font abandonner par l'avocat qui, en voyant le T-Rex, ça fait non, moi je me barre. Voilà, et lui, il va se réfugier aux toilettes. Voilà, il va se cacher aux toilettes. Très bon endroit. Meilleur endroit pour se cacher. Et bien évidemment, il va finir sa vie aux toilettes, puisqu'il y a un peu de justice quand même dans ce film. Donc celui qui meurt, c'est lui, c'est pas les enfants. Oui, absolument. Mais il n'empêche que je trouve que la scène avec les enfants, et notamment avec le garçon, elle fonctionne parce qu'il y a vraiment un moment où tu crois qu'il est mort. Là aussi, c'est un truc qu'on dit souvent, ce côté où les personnages dans les films on a souvent l'impression qu'ils sont pas en danger réellement. Là, vraiment, ils sont en danger. Oui, il prend cher, notamment le personnage de Tim, que ce soit c'est lui qui reste dans la voiture, qui est à moitié écrasé par la voiture, qui tombe avec la voiture, c'est lui qui après se fait électrocuter. Passé une très bonne journée, lui. Hein. Oui, un très bon week-end chez Papy. Hein. Vraiment, on y retournerait tous les week-ends. Bon, finalement, la voiture finit donc par tomber dans un espèce dans l'enclos, quoi, concrètement, et elle tombe dans un arbre. Et donc lui, il se retrouve bloqué à l'intérieur. Donc Grant va aller l'aider pour récupérer, pour le faire sortir de là. Mais il faut qu'il descende hyper vite parce que la voiture, elle tombe en même temps. Enfin, là aussi, il n'y a rien qui va. Mais dans la mise en scène, c'est génial. Enfin, t'as quand même un côté. Parce que là, toute cette séquence-là, c'est assez long quand même. Ça dure un bon quart d'heure, toute cette séquence, jusqu'à ce qu'il sorte et qu'il soit entre guillemets sain et sauf. Et quand ils sortent, ils décident finalement de se dire bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à l'abri. Donc on va grimper à nouveau dans un arbre. Et de là où ils sont, ils peuvent à nouveau observer des dinosaures qui, eux, sont totalement inoffensifs puisqu'ils sont végétariens. Et là aussi, je trouve ça intéressant parce que d'un coup, tu te rends compte que le dinosaure en tant que tel, il n'est pas spécialement dangereux. Il est dangereux que dans un contexte de peur, en fait. Parce que le T-Rex a plus peur qu'autre chose quand il les attaque. Et Elodie a dit un truc très intéressant quand on a regardé le film hier. Elle a dit, mais moi, j'aurais été millionnaire comme Hammond, mais j'aurais créé un parc avec que des dinosaures végétariens. Comme ça, il n'y avait pas de problème. Voilà. Il n'y aurait pas eu de souci. Écoutez, merci à tous. On fera pas mieux. On fera pas mieux. Non, mais oui, en vrai, ça se tient. Cela étant dit, ça se tient. Mais est-ce que tu aurais envie d'aller voir que des brachiosaures, toi ? Bah oui. Attends, des dinosaures, quels qu'ils soient, on y va. Je veux dire, même si c'est des petits, on est content de les voir. Je te l'accorde. En parallèle de ça, Ellie, elle essaye de retourner au centre de contrôle parce qu'en fait il y a quand même un enjeu il faut remettre de l'électricité. Oui, ça serait peut-être utile. Il faut remettre pour réussir à s'en sortir. Donc elle doit, on rappelle qu'ils peuvent pas communiquer, les téléphones fonctionnent plus, donc je crois qu'ils communiquent avec des talkie-walkie à un moment, et elle finit par savoir qu'il faut qu'elle aille dans le centre de contrôle. Et qu'elle retrouve les autres pour savoir exactement où est-ce qu'il faut aller et grosso modo sur quel bouton on peut appuyer pour pouvoir s'en sortir. Et cette séquence-là aussi, je trouve qu'elle fonctionne assez bien parce que ils sont deux. Elle est accompagnée de Muldoon, il s'appelle le garde-chasse, et il va grosso modo la couvrir pour aller jusqu'au centre de contrôle. Et je trouve que c'est pas mal parce que lui, pour le coup, il a vraiment le comportement le moins rationnel. C'est-à-dire que lui, il se dit bon les gars, c'est mon moment. Donc il prend son fusil et il part à la chasse.
passe quoi. Gars, tu vas mourir. Enfin, ça ne marche pas, ça n'a aucun C'est sens. son rôle. C'est Oui, son oui, rôle en non, même mais temps. il C'est a- un garde-chasse. Non, mais il a le rôle de la protéger. Il a pas besoin d'aller au fight, quoi. Je veux dire, il va en versus non, mais- avec le dinosaure. Mais il fait ça parce que déjà, je pense que pour lui, c'est un challenge. Et puis aussi parce que c'est le seul qui est conscient de la dangerosité de ces dinosaures dans tout le lot. Hein. Dans tout Oui, le lot c'est vrai. des gens qui travaillent là-bas. Mais du coup, il a d'autant plus intérêt à s'en protéger et pas aller à l'affrontement. Oui, mais après, il la couvre. Oui, Il c'est dit- vrai. Il dit ça sert à rien qu'on y aille tous les deux, on risque de se faire bouffer. De toute façon, ils sont là. C'est nous qui sommes les proies, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et je sais que j'ai raison. T'as quand même souvent raison. Si Elodie pouvait prendre exemple, ça serait super. Bon, bref, elle finit par rejoindre ce truc-là, tandis que Grant, lui, réussit à récupérer. Enfin, non, je vais m'arrêter là. On fera pas le dernier tir tout de suite. Je vais pas spoiler trop vite. Du coup, à ce stade, bon, on en a un peu parlé, mais c'est quoi les scènes que tu retires le plus ? C'est la scène du T-Rex. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autres scènes à ce moment-là du film qui te marquent autant, je pense. Parce que oui, la scène de l'émerveillement, elle est bien, mais elle est belle. Mais cette scène-là, cette séquence-là, elle est incroyable. Enfin, je veux dire, quand tu vois le T-Rex qui passe son pas derrière la grille, jusqu'au dernier moment, tu ne le vois pas. Enfin, c'est génial. En plus, c'est un T-Rex très poli parce que quand il mange le monsieur sur les toilettes, il ne mange pas les toilettes. Hein, et avec son gros museau, il arrive quand même juste à le choper lui. Donc ça, c'était beau. Mais non, c'est une séquence qui fonctionne bien. C'est la phrase cultissime sa vision est basée sur le mouvement. Toutes ces choses-là, c'est des trucs qui encore aujourd'hui, tu sais de quoi on parle, quoi. Et puis non, même en termes de mise en scène, moi j'aime beaucoup les séquences d'action sous la pluie. Là, c'est une séquence action-horreur. Comme ça, enfin, je trouve ça génial de A à Z. Pour moi, c'est vraiment la séquence charnière du film. Il n'y aurait pas cette séquence-là, tu bascules pas dans un film comme ça, évidemment. Et du coup, c'est super intéressant, même encore aujourd'hui, à regarder, à revoir. Ça fait toujours ce même effet waouh, quoi. Donc non, c'est moi cette séquence-là que je retiens. Pardon. Et toi donc? Bah, celle-là aussi, mais moi quand même je retiens la séquence où il rentre dans le parc, où la porte s'ouvre là et où il y a vraiment l'aspect découverte. Moi je trouve que en tant que spectateur, c'est vraiment le truc qui rend tout le film réussi, c'est que cet endroit il te plaît au départ et tu as envie d'y aller. Et du coup je trouve que ça renforce vraiment toute la dramaturgie derrière parce que t'es impliqué émotionnellement, pas tant pour les personnages mais aussi pour le lieu en tant que tel. Parce que moi, il y a un moment, enfin en tout cas la première fois que je l'ai vu quand je suis petit, tu te dis, bah c'est super, après le film, on va y aller. Et donc là, tu te dis, bah là, en fait, non, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, il y a un côté où ça joue sur tes peurs intrinsèques parce que tu t'es projeté en tant que gamin d'aller là-bas et c'est parfaitement illustré avec les deux enfants qui sont en danger réellement. C'est clairement eux qui sont le plus en danger de tout le film. Enfin, je veux dire, les dinosaures, ils en veulent aux gosses. Hein. Enfin, peut-être créer une police spéciale, il y a un truc qui va pas. Mais je trouve que ça, c'est très marquant au début et aussi parce que la musique est très marquante là. Et sur la séquence dont tu as très bien parlé, effectivement, tout est culte dans la mise en scène, sur le choix des plans, sur le choix des cadrages. Moi, je trouve que les gros plans sur l'œil du T-Rex qui vient à la fenêtre, je trouve que ça marche hyper bien. La patte qui s'écrase dans la boue juste devant les jeeps. Mais clairement, et là, les animatroniques sont vraiment qualitatifs. Moi, je trouve qu'il y a une qualité on en voit là, sur la photo, là, mais je trouve vraiment que c'est incroyable qu'ils aient réussi et qu'encore aujourd'hui, le film, il a été, on l'a pas dit, mais rescanné en 4K il y a quelques années. Donc, je sais pas si tu l'as vu en 4K, mais moi, j'ai vu le rescan 4K et vraiment, ça reste vraiment magnifique, quoi. Ça n'a pas du tout d'aspect fake. T'as vraiment un côté très organique et je trouve que c'est ce qui fait aussi que ça marche au-delà de tout ce que tu as dit sur la mise en scène. Ok, bah écoute, je le regarderai en 4K si j'ai l'occasion. Je crois que le film avait été ressorti aussi en 3D. Spielberg avait fait beaucoup de choses pour mettre certaines scènes un peu en 3D quand c'était un peu la mode. Ah, je me souviens même pas. Il me semble. Je me rappelle pas. J'ai cru lire ça dans un magazine. Ok, bon, bah, écoute, je serais curieux de voir en 3D. C'est les magazines La 7ème Obsession. Ok, je serais curieux les 3 numéros sur Spielberg qui ont été gentiment prêtés par un collègue. Avec plaisir. Non, mais je serais curieux de le voir en 3D pour le coup. Parce que je pense que ça pourrait marcher. Moi, pas trop, parce que j'aime pas voir les films qui ont été faits il y a des années, qui sont ressortis en 3D, peu importe les raisons. Enfin... Oui, on a quelques mauvaises expériences. Star Wars 1, si tu nous entends. Ouais, voilà. Ok. Bon, on va aller sur la fin, quand même, sur le dernier tiers du film. Comment ça se termine, Guillaume ? Dis-nous tout. Tu l'as bien posé la question. Absolument. Donc, le dernier tiers du film, donc, Grant
et les enfants vont essayer de survivre dans la jungle. Alors ils sont quand même dans un milieu très hostile, parce que là il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien, et donc partout où ils se déplacent, il peut y avoir du dinosaure. Finalement, ils finissent par avancer. À un moment donné, ils se retrouvent au milieu d'un troupeau de dinosaures qui a l'air de fuir une très grosse bête qu'on ne voit pas à ce moment-là, qui est suggérée. Et effectivement, ils vont se retrouver à un moment confrontés à un dinosaure un peu plus gros, mais ça viendra un peu plus tard. Mais finalement, ils finissent par trouver à un moment donné la limite d'un enclos et à se dire, comme tout est coupé, on va pouvoir monter sur l'enclos et sortir. Évidemment, c'est bien foutu, puisque c'est à ce moment-là que Ellie est sur le point de remettre le courant dans le parc. Et donc, ils se rendent compte, pendant qu'ils descendent, il reste plus que le gamin qui décidément se fait bully dans tout le film, qui reste accroché au truc. Et il y a ce côté où il faut le faire descendre très vite, sauf qu'il met 2h15 à se décider à sauter. Et il se prend un coup de jus de l'espace. Il y a marqué 10 000 volts sur les petits panneaux normalement. Et alors, je veux pas faire le test, mais moi je suis pas sûr que tu survives quand même, surtout après la journée. Quoi. Il est mort, hein, il revient à la vie grâce au bouche à bouche. Ah, oui, mais vraiment, le bouche à bouche très efficace, parce que le gars il s'est quand même pris une décharge. Toujours est-il qu'il est sauvé, parce que ça reste un Spielberg, donc on va pas tuer les enfants. En tout cas pas tout de suite. Donc ils réussissent à s'échapper et ils vont revenir du coup à l'endroit où ils sont au départ, à l'espèce de centre d'accueil. Et là, ils vont se retrouver avec, moi, une scène que j'adore, où ils se retrouvent attaqués par des dinosaures qui arrivent à ce moment-là. Vélociraptors. Par les vélociraptors. Et là, il y a vraiment, je trouve que la séquence fonctionne vraiment bien, puisqu'ils vont se retrouver, donc tous les deux gamins, poursuivis, entre guillemets, par des vélociraptors. Donc ils vont se cacher dans une cuisine. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, je trouve que cette séquence-là, elle fait très jeu vidéo. Il y a vraiment un truc d'infiltration jeu vidéo. J'ai eu l'impression de voir un peu sur certains plans des trucs de Metal Gear, tu vois. Ce côté où tu te caches, où tu avances d'un truc, où il y a le dinosaure, il a vraiment une vision très réduite, donc tu peux aller pas très loin. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Tu joues trop aux jeux vidéo, j'ai pas du tout vu ça comme ça. Moi, je sais que sur le DVD, c'est pas gentil. Je suis désolé, je vois ce que tu veux dire, mais je l'ai pas du tout vécu comme ça. On a dit qu'on était honnête. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que je pense. Non, mais moi, je sais que j'avais vu la scène avec le premier storyboard, parce que je crois que c'est justement dans les bonus du DVD. Ouais. Et c'était vachement intéressant de voir que quasiment tous les plans étaient dessinés, en fait. C'est assez incroyable de voir qu'ils ont quasiment rien changé par rapport au storyboard initial. Et donc au début, il y en a un vélociraptor, puis il y en a un deuxième qui vient. Et donc ils essayent de fuir. Et il y a vraiment, pour vous figurer le truc, c'est une cuisine professionnelle, donc il y a beaucoup de plans de travail assez bas en inox là. Et ils tournent autour, ils serpentent autour de ça. Et à un moment donné, lui, le gamin, il est un peu tétanisé, il se retrouve vraiment pas loin d'un dinosaure. Et donc elle attire le dinosaure en faisant du bruit. Et elle se cache dans un espèce de four ou de frigo, on sait pas bien dans quoi elle rentre. Et t'as vraiment une séquence où le dinosaure finit par la voir et il lui fonce dessus. Et je trouve que là, en mise en scène, c'est génial, parce qu'en fait, tu te dis, là, c'est fini pour elle. Et en fait, il rentre dans un meuble qui est fermé. En fait, c'est le reflet. Elle est dans le reflet meuble sur le chrome. Et ça, je trouve que ça marche hyper bien. Ah oui, ça marche super bien. C'est très maîtrisé. Hein. Le seul truc que je trouve un peu... faut quand même que je trouve un truc un peu con dans cette séquence, c'est que à ce moment-là, ils sont tous réunis. C'est-à-dire que... Et on ne sait pas pourquoi ils sont tout seuls, les gosses. Parce que dans la seconde d'après, ils sortent et les adultes sont dans la pièce d'à côté. Mais si, non, mais je trouve que le timing est pas cohérent. Parce qu'elle, une fois qu'elle a remis le truc, normalement, elle revient tout de suite. Elle passe pas 2 heures dans la forêt, dans la jungle à attendre. Et je trouve que quand ils sortent, vraiment ce timing de... On arrive tous les deux, tous ensemble dans la même pièce. Je trouve que c'est pas... Oh, tu chipotes là. Oui, franchement, c'est tu un peu de chipotes parce que... Mais non, mais il y avait d'autres trucs pour chipoter dans le film. Chipote, Bastien, chipote. Je vais pas chipoter, mais juste pour revenir sur ton chipotage. Non, mais je trouve que... Non, c'est pas vrai, parce que elle se retrouve seule. C'est-à-dire que quand elle remet le courant, elle se rend compte qu'il y a le bras de Samuel L. Jackson, c'est le seul truc qui reste de lui. Elle sort, il n'y a plus de garde-chasse parce qu'il vient de se faire bouffer par les vélociraptors. On sait pas, et c'est pour ça je reviens sur ce que je disais sur la topographie du parc. On sait pas il y a combien d'écart entre le bunker où se trouve Hammond et Malcolm, de là où ils partent, et le local électrique. Donc elle est sur ses gardes justement parce qu'elle sait que les dinosaures sont en liberté, notamment les vélociraptors, donc elle reste un peu dans la jungle, etc. Voilà. Et quant aux enfants qui se retrouvent seuls, c'est Grant qui leur dit très bien, il leur dit écoutez, je vais voir si je trouve des gens, parce qu'ils sont pas au courant de toute cette histoire.
Donc voilà, moi je trouve que c'est vrai que je me suis pas posé la question à ce moment-là. Non mais c'est parce que voilà, un petit détail. Mais... Non mais c'est les détails Tu me qui font connais. les grands films. Voilà. Et du coup, quand ils reviennent dans cette salle-là, ils se font à nouveau attaquer par un tas de raptors qui arrivent là en C'est le en nombre. troisième, ils sont 3. Hein. Et donc là, il y a vraiment une scène qui est assez spectaculaire, je trouve, parce que là, encore une fois, le sentiment de danger, il est vraiment palpable. Et on a ce truc qu'on voit souvent dans le film, c'est-à-dire la méchante bête va se faire manger par une bête encore plus grosse, puisque là, on a le T-Rex qui arrive et qui mange le Vélociraptor, ce qui leur permet, eux, de s'enfuir à ce moment-là et d'éviter le combat qui semble perdu d'avance. Mais je trouve que cette scène, elle est vraiment bien, parce qu'on est dans le hall, en fait, d'entrée du parc. Et la première fois qu'on le voit, c'est quand même le truc hyper spectaculaire quand t'arrives. Et là, on voit tout qui tombe en lambeaux, les os des dinosaures, la banderole, les squelettes, etc. Et pareil, je trouve que là aussi, en termes de mise en scène, c'est basique de le dire, mais ça marche. Et puis c'est quasiment l'avant-dernière image du film, avant qu'ils s'enfuient et qu'ils arrivent à sortir de là. Et cette scène avec le bandeau qui tombe devant le T-Rex, qui crie son cri de victoire, c'est repris dans quasiment toutes les suites, qu'elles soient quali ou pas, quoi. Totalement, puisque le film va se terminer par donc un retour au bercail. Ils vont retourner à l'hélicoptère pour s'enfuir. Et je trouve que la séquence avec Hammond, elle est géniale, parce que lui, il veut pas monter tout de suite dans l'hélicoptère, et on le voit, il est désabusé. Et c'est ce que je trouve intéressant, et je l'ai dit au départ, lui, il a presque une idée philanthropique. Il n'a pas l'air d'être hyper intéressé par le fait de gagner beaucoup d'argent avec ça. Lui, il est juste... Non, il a dépensé sans compter. Hein. C'est pas l'argent qui le motive. C'est pas faux. Mais il est, il a un côté... c'est un gamin, quoi. Et là, il voit que son truc, de toute façon, totalement tombé à l'eau. La raison qu'il donne dans le film, c'est j'avais un cirque de puces quand j'étais petit. Ouais. Donc évidemment, il n'y avait pas de puces, c'était mécanique, mais les gens y croyaient. Et en fait, j'en ai marre de faire des choses fausses. Je veux quelque chose de vrai, de réel. Pour les enfants. Pour les enfants, donc je vais créer des monstres sanguinaires de 7 mètres de haut. Je pense que ça devrait leur plaire, quoi. Ouais, ça me paraissait un bon plan. Voilà comment se termine donc Jurassic Park sur un plan aussi iconique de l'hélicoptère. C'est ça. On adore. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce merveilleux film? C'est à la fois le problème, d'une certaine manière, quand on est d'accord complètement sur un film, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter quand ce film, tu l'aimes autant. C'est le cas avec Jurassic Park, donc c'est... Victoria, regarde ce film, vraiment. La pauvre. Non, mais oui, regarde-le, vraiment. Sinon, on ne te garde pas. Non, c'est pas vrai. Bon, merci Bastien. Merci à tous. Merci Guillaume, merci à tous d'être venus et à tous et toutes. Ça fait plaisir. Vraiment très content de vous voir ce matin, de vous rencontrer pour la première fois, de rencontrer un peu les gens qui écoutent le podcast. Donc, merci à Maud, encore une fois, de nous avoir invités. Merci à la médiathèque de Nanterre de nous avoir reçus. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, sur toutes les plateformes qui existent, sur nos réseaux sociaux, etc. Voilà, je fais une magnifique... Même celles qui n'existent pas, on va en inventer des spéciales pour rester dans le thème. Vous allez pouvoir vous abonner, vous n'y échapperez pas. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fait plaisir. Plus vous êtes nombreux, plus ça nous motive à continuer. Merci à tous. Merci à Bastien, tous. Merci Guillaume. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! Je vous emmerde! Je rentre à ma maison! D'accord, faisons comme ça.